Then answer me this. For years, peace has reigned in the land. Crops grow in abundance. There's no want. Every one of my subjects enjoys his portion of happiness and justice. Tell me, Merrin, have we defeated evil? As it seems we have. Good and evil. There never is one without the other. Where hides evil, then, in my kingdom? Always where you never expect it. Always. Horror has a face. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel. Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi. Dis-moi ce qui est marrant. You cocksucker, you fucking miserable fucking cocksucker! Et toi, on peut pas avoir de conversation. Tell me a tale of yourself, so that I might know thee. I have none to tell. Yet. You have none to tell yet. I fear I'm not meant for greatness. We all fear, but fear can be a gift. Ce cher Sir Gauvin a la bonne idée de décapiter le Chevalier Vert. Ouais. La tête encore vivante du Chevalier Vert, qui est repris par le corps lui aussi encore vivant, lui dit on se revoit dans 1 an. Est-ce que Sir Gauvin va y aller? Est-ce qu'il va respecter son contrat? Tout le film est basé sur l'honneur et aussi sur la dark fantasy. Et sur plein d'autres choses, sur le mysticisme. Et Axel, si t'as quelque chose à dire, Bah non, mais, on en parlera tout au long de l'émission. Ça va être, on va en parler justement parce que alors on est très attaché du coup aux productions du studio A24. Ouais, bien sûr. Mais c'est surtout en fait pourquoi est-ce qu'on attendait vachement The Green Knight, qui est le premier film dont on va parler dans cette émission. C'est qu'on avait surtout vu le trailer, je crois, en 2019. Ah ouais, putain, quel trailer. Où on s'était dit super. Attends, les mecs qui ont fait Hérédité là, qui font des petits films d'horreur, veulent se lancer dans une espèce d'heroic fantasy. Ouais, genre Made in, mais le relancer de l'heroic fantasy en plus qui est européenne alors que c'est des Américains. Ouais, et avoir un gros délire vraiment limite de l'horreur en fait médiévale. Et l'horreur médiévale c'est quelque chose qui se fait pas souvent. Enfin, après j'ai pas énormément de souvenirs en tête de films d'horreur médiévaux, mais en tout cas actuellement vouloir relancer un film d'horreur médiévale indépendant mais qui fait quand même le taf pour qui paraît un énorme blockbuster, c'est qu'il faut quand même avoir pardon du terme, mais il faut quand même avoir une sacrée paire de couilles à Hollywood pour lancer ça quoi. Non, mais vraiment. On va y revenir sur la place particulière qu'a A24 comme studio, mais surtout, alors du coup, The Green Knight, moi j'ai rematé, vu qu'on plongeait dans les légendes asturières, j'ai rematé Excalibur de John Boorman, parce que je suis extrêmement fasciné du coup, vu que A24 veut s'inscrire dans ces trucs un peu païens, etc. D'ailleurs, je t'ai envoyé un petit schéma que tu verras sur les réseaux sociaux, on va pouvoir le commenter un peu. Ça marche. Et il va chercher un professionnel encore une fois. et du coup, j'ai rematé le Excalibur de John Boorman parce que je pensais à ces films, adaptés des légendes arthuriennes, ou même les films un peu païens, brutaux qu'il y avait dans les années 80, que ce soit du John Milius, avec Conan le Barbare, des films comme ça. Et je me dis qu'aujourd'hui, ceux qui reviennent un peu dans le côté un peu païen, c'est l'indé, quoi. Mais, et du coup, en quoi ça se dissocie? Bon, déjà, c'est l'argent, ça c'est clair. Mais c'est surtout qu'il y a cette dimension autoriste. Souviens-toi, quand on faisait notre émission sur le body horror, où on avait parlé de Possessor de Cronenberg, du fils Brandon Cronenberg. On avait dit que j'avais dit que ça avait un peu, pour moi, c'était un peu le genre de film qui ressemblait un peu à un épisode de Black Mirror. Ouais, exactement, ouais. Mais tiré en film. J'ai un peu eu la même sensation devant The Green Knight en me disant que ça pourrait être un épisode de Game of Thrones presque. Ouais, moi j'ai pas vu Game of Thrones. Non, mais voilà, tu vois le délire. Ouais, un épisode de série, de 50 minutes. Mais quand même, The Green Knight a des points forts. Mais il faut d'abord, avant que j'aborde The Green Knight, parler de David Lowery, qui est le réalisateur. Ouais, toi, tu n'as pas vu. Alors, j'ai pas vu A Ghost Story. Voilà. Par contre, j'ai vu son meilleur film qui est Peter Elliot. Non, je déconne. Non, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu, Peter Elliot le Dragon. Tu sais quoi, parle-nous-en parce que ça veut dire qu'il avait déjà plongé dans l'heroic fantasy. Alors
Alors, Peter Elliott le Dragon, ça a beau être un film. En fait, c'est ça que je pense qui fait le cinéma de David Lowery. Je sais pas si je le prononce bien. Mais qui est nous en voudra pas. Oui, je pense qu'il nous écoute pas. Sinon, grosse dédicace. Et en fait, qui est un réalisateur qui a énormément de bonnes intentions, qui a une patte visuelle très très forte, très très marquée. Du coup, dans le film Peter Elliott le Dragon, le film est vraiment magnifique. Notamment, le dragon est extrêmement bien animé, parce que quand même, pour sortir ça d'un vieux film Disney où t'animes un dragon en 2D un peu à la Roger Rabbit, c'était un bordel ce film, et qui était très cool. Et pour en faire un espèce de live action super sérieux qui parle de beaucoup de choses comme l'abandon et tout, qui est un thème qui, j'ai l'impression, qui revient chez ce réalisateur là. Par-dessus des notes de piano comme ça là, ça fait c'est magnifique. Ça va me faire pleurer dans rien. Non mais du coup Peter Elliott le Dragon, c'est un bon film à voir. Après tu sens qu'il y a quand même une patte d'artiste, d'auteur. Enfin, c'est l'époque, tu sais, où Disney balançait du John Carter, du Tron Legacy, où c'était des films avec des défauts mais qui avaient quand même artistiquement quelque chose à proposer. Et au final ça fait un flop monumental, et du coup Disney se relancera pas dedans. À moins que bon, l'avenir nous le dira quoi. Et non ouais Peter Elliott le Dragon, très cool, une bonne, je pense, en fait c'est ça que j'aime bien avec ce film, c'est que c'est un film intelligent pour les enfants, c'est-à-dire que ça les prend pas pour des cons et que les adultes peuvent les regarder avec quoi. Donc c'est ça qui fait la force de ce film là. Après Ghost Story je l'ai pas vu, mais je pense que ça va pas être un film pour enfants. Non mais je vais en parler, mais parce que t'as dit des choses intéressantes, c'est que tu vois David Lowery, contrairement à David Robert Mitchell dont on va parler dans la deuxième partie d'émission, contrairement à Ari Aster, contrairement à Robert Eggers. Pardon. La tourtelle. Et ben tu vois, eux ils avaient déjà, c'était leur premier film. Lui il a déjà quand même fait, je crois, 4 ou 5 longs métrages avant. Ouais. Donc tu vois, le mec en fait c'est un peu un gars qui s'est découvert ensuite avec A24, je dirais. Bien sûr, ouais. Et donc moi Ghost Story je l'ai vu, j'ai même vu 2 fois. Et moi j'aime beaucoup. Okay. J'ai entendu un podcast de Nociné où il critiquait le film en mode que c'était le cliché de l'arty, plan-plan, parce que c'est un film qui prend vachement son temps. C'était en 4 tiers où il y a 10 minutes à ce qui paraît de montage de tarte. C'est une scène qui a été beaucoup critiquée. Tu vois ce genre de délire. Puis ça fait très artiste, on dirait un film taillé un peu pour Sundance, quoi, le festival indépendant. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi j'avais trouvé justement ce que tu as un peu ressenti, qu'il avait ce réalisateur une manière d'aborder des thèmes beaucoup plus important que ça en avait l'air, quoi. Ben oui, parce que surtout en plus il s'inspire de choses vachement enfantins. Après je sais pas si on a tous eu la même enfance, mais les légendes arthuriennes, Excalibur et tout, c'est vraiment un délire très même les contes en général, c'est quelque chose qu'on raconte aux enfants pour leur donner une... De toute façon c'est universel, et rien que le petit poème Sir Gawain et le Chevalier Vert, c'est quelque chose qui est fondateur des mythes de Western Europe, donc de notre Europe occidentale, quoi. Bah oui, bien sûr, oui. Mais ça nous habite clairement, et ça fait partie des légendes celtiques. Et il replonge dans ça un peu comme Robert Egger qui lui plonge avec les contes de la Nouvelle-Angleterre, Lovecraft, exactement. Machin. Mais du coup, c'est ce qu'on ressent aussi dans Ghost Story. Il a une envie d'incruster par le biais de ce fantôme avec ce drap. Oui, qui fait très enfantin aussi. Ouais, voilà, mais quelque chose, surtout une sorte de réflexion sur le temps et sur l'universalité. Et il passe ça par l'intime, qui est le couple. Ouais. Et donc, on a un peu ça, du coup, je pense, dans The Green Knight. C'est-à-dire que l'intime, c'est ce jeune Gawain, Sir Gawain, qui... attend sa quête, son heure de gloire. En fait, c'est même pas qu'il attend son heure de gloire, parce qu'il l'a déjà eu quand il a décapité le Chevalier Vert. En fait, tout le village l'acclame. Oui, il devient une star, mais malgré lui, quoi. Mais malgré lui, en fait, lui, il a juste fait le troll show, parce que, en fait, ça peut être un des défauts du film quand on le voit, c'est cette incohérence scénaristique où le Chevalier Vert dit « Portez-moi un coup et je vous rendrai le même dans 1 an ». Quand tu vois la gueule d'un mec arbre avec une énorme hache arriver, tu te dis « Bon, le coup que je vais lui porter, c'est une éraflure sur la main, tu vois, je vais pas lui trancher la tête ». Et du coup, Sir Gawain qui veut tellement bien faire et qui veut tellement prouver qu'il a de l'honneur, et comme c'est totalement une autre époque et tout est basé sur l'honneur, du coup lui il arrive et il le décapite d'un coup, et tu te dis mais il est complètement con, quoi. Mais en fait pendant tout le film ça se voit que le mec regrette, ça se voit qu'il a juste fait ça pour faire le, je sais pas, pour faire le show, quoi, pour être en mode je suis en train de vraiment parler en langue. C'est une Kaira sur Gawain, laisse tomber. La Kaira sur Gawain. Non mais oui, voilà, pour se pavaner, pour vraiment devenir une espèce de légende, et au final il regrette énormément. Et tu vois, moi David Lowery, c'est là que je trouve qu'il touche fort, c'est parce que dans ce film on sent vraiment cette importance qu'on a déjà un peu dans le film de Boorman, Excalibur. C'est l'importance de forger sa légende qui est propre au chevalier, quoi, qui est propre au chevalier, surtout de la table ronde, où chacun doit avoir sa petite histoire. Il y a vraiment ce délire de la quête.
Et donc lui, il est hanté par ça en fait. Il est hanté par la mort, le temps qui file, et du coup la gloire, la pérennité. Qu'est-ce qui va rester ensuite? Il y a la toute mémoire, une scène à la fin, du coup, désolé, on va un petit peu spoiler. On est là, je pense qu'on arrête de le préciser. Okay, on est en full spoiler. Déjà, on va revenir après, mais bon, un petit peu illégal. On l'a vu en Belgique. Il faut dire qu'on l'a vu en Belgique. On l'a vu en Belgique. Mais non, on en parlera après. Petit coup de gueule, mais bon, bref. En fait. J'espère qu'Adopi nous écoute pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Toi, tu m'as fait perdre. Oui, la fin. On peut voir cette chose du temps qui passe avec toute cette scène où on croit qu'il va abandonner, du coup. Et il décide de s'enfuir en courant, de s'enfuir à cheval, et il revient au château. Et t'as toute la scène où il devient roi. D'ailleurs, une scène silencieuse, une des meilleures scènes muettes que j'ai vues depuis très très longtemps. Et qui en fait il devient roi tout simplement. Il abandonne, tu sais, il couche avec une prostituée, il a un enfant avec elle, il l'abandonne machin, et à la fin il enlève son fameux bandeau et ça lui tranche la tête. Et en fait c'était une vision du futur pour nous montrer que le temps qui passe, que cette quête là c'est pas juste une question d'honneur et tout, c'est une question de, je sais pas comment dire, du fait d'affronter ses propres peurs. C'est une initiation, de toute façon. C'est exactement ça, de porter. Parce que lui, le roi lui dit: j'aimerais bien que tu deviennes mon nouveau roi, tu vois, que tu sois couronné. Et donc, du coup, lui, quand il revient, il est totalement déshonoré et tout, parce qu'il s'est pas fait. Enfin, le chevalier, il s'est pas laissé trancher la tête par le chevalier. Et donc, du coup, il est en mode: ce trône, il ne le mérite pas. Et donc, il fait vraiment tous les mauvais choix. Et c'est vraiment une espèce de morale en mode: il y a beaucoup sur ses épaules. Et en fait, à la fin, il s'en rend compte et il décide d'abandonner tout ça et de se dire: bon, voilà, c'est un jeu, il faut que je m'y prête. Et j'ai trouvé ça super subtil avec cette fin-là qui vraiment est super dark as fuck, où le château se fait attaquer et tout. Il abandonne sa copine, il se marie avec une meuf qui vient de je sais pas d'où. Et il devient vraiment il devient un roi, quoi, un roi super cruel et complètement dark. Et au final, il suffit juste d'enlever à la fin, il enlève son espèce de ceinture là, et il se laisse. D'ailleurs, on sait pas s'il se laisse porter un coup du coup. Je sais pas ce que t'en penses de l'interprétation de la fin. Est-ce que pour toi il se fait décapiter ou pas? La fin, c'est curieux parce que il revit, en fait, c'est comme si toute la quête qu'il avait vécue, il revit une vie qu'il pourrait potentiellement vivre, qui est la vie qu'il idéalise, pour au final se rendre compte que c'est peut-être pas la vie qu'il va vouloir avoir. Et ça me fait penser du coup aux thématiques de Ghost Story où t'as ce couple donc le mari meurt au début du film et revient en fantôme. Et il assiste à tout le deuil de sa femme. Oui, du coup, et puis, à un moment, voilà, elle va tourner la page et lui, il reste accroché à une petite maison. Et la maison va dépérir au fur et à mesure et lui va rester sur cette maison. Donc, tu as quelque chose, en fait, qu'est-ce qui reste de notre race après la mort? Bien sûr, et tu vois aussi, il y a ce plan-là qu'on voit dans le trailer de Gauvin qui est attaché dans la forêt. Oui, ensuite, il devient un squelette. Exact, d'ailleurs. Et puis dans sa quête, ensuite, il va rencontrer un fantôme qui va elle-même lui raconter son histoire à elle. Oui, c'est vrai. Où elle s'était faite violer par un voyageur, je ne sais plus quoi, qui l'a tuée, jetée dans l'eau par son mari, je crois. Qui a jeté la tête dans l'eau, Et donc, du coup, il y a cette idée de choses, de traces qui restent et qui ne demandent qu'à être un peu réparées et en même temps de futilité des choses. Mais bien sûr, il y a... Enfin, c'est que en fait, pour moi, c'est aussi à l'image de... Je sais pas si la fameuse scène où il rencontre les géants. Ah, excellente scène, j'adore. Excellente, c'est quelque chose... Mais il y a des scènes énormes. Ça, déjà, dans le trailer, tu te rappelles comment on criait. Incroyable. On était comme les bolos. Non, mais... Avec le renard et tout. Oui, voilà. Il y a cette scène qui est vraiment immense, genre incroyable. Et en fait, elle est filmée d'une manière tellement normale que tu te dis c'est grandiose. Puis il en reparle jamais, tu vois. Et t'es en mode. Il y a un côté trip psychédélique parce que quand ça lui arrive, moi j'ai pensé. Il a pris les champis et tout avant. Mais toute mesure gardée un peu à 2001 de l'Odyssée de l'espace. Je vois ce que tu veux dire. Dans le délire où on arrive sur des trucs visuels métaphoriques, mais du coup ça reste quand même ancré dans ce délire du conte. D'ailleurs, le film est découpé en chapitres. Mais surtout, là, cette scène des géants, moi, ça m'a beaucoup fait penser à un album qu'on adore, Cher d'Orient, Oxys of the Holy Sun de Led Zeppelin. Bien sûr. Avec cette pochette, avec ces enfants qui sont sur la chaussée des géants, donc cet endroit en Irlande du Nord où la lave a creusé des espèces de trous et du coup, on a l'impression qu'il y a des marches immenses. Et du coup, ça s'inscrit pleinement dans ces légendes celtes. Oui, dans cette culture celte. Dans même le film peut rappeler aussi l'ambiance un peu viking, entre guillemets, pas la série, juste le délire celtique et tout. De toute façon, il y a une confrontation, la grosse hache, bien sûr, il y a une confrontation de toute façon entre le païen et le monothéisme qui est un peu évidente aussi dans The Green Knight, qui était déjà dans Excalibur, où Merlin l'Enchanteur
via le biais de Morgan aussi, annoncé que les vieux dieux étaient en train de mourir, Ouais. donc les vieux dieux meurent, et que les gens maintenant vont croire en un seul dieu, etc. Et donc du coup, il y a une connexion entre les hommes, une civilisation qui se forme, qui est du coup symbolisée par ce roi Arthur, quoi. Bien sûr, oui, l'âge oui. des hommes, on va dire, vient remplacer l'âge des êtres fantastiques qui étaient en connexion avec la nature. Bah oui, oui. Et donc, dans le film, on voit que la mère de Gauvin, c'est presque elle qui appelle le chevalier c'est vert. totalement elle qui l'appelle. Par un magnifique rituel magique qui et- se passe à Noël, une Oui. fête à la base Oui, païenne, païenne, qui devient ouais. ensuite chrétienne. Et en plus, Noël, en hiver, ça symbolise aussi déjà une rupture. Bah oui. On passe d'une nouvelle année, etc. Donc il y a un changement, à mon avis, juste par cette petite histoire intime, il y a un changement, je dirais, presque de civilisation, d'époque, d'idées. Et Bien sûr. le chevalier vert, pour moi, a la même fonction un peu que les marcheurs blancs dans Game of Thrones, qui sont des espèces de zombies qui reviendraient un peu comme Winter is coming, l'hiver arrive, on va tous se taper une catastrophe écologique, et c'est du coup Ouais. les morts qui vont venir nous rappeler un peu ça. C'est un peu ça que symbolisent les marcheurs blancs. Et pour moi, le chevalier vert, c'est ça, parce c'est quand même une figure très particulière, Bien sûr. tout vert. Déjà, c'est un arbre. C'est un En plus, arbre, ouais, c'est un tout arbre. vert, et en plus il est quand même, dans le poème, il est décrit de manière charismatique, très Oui. beau. Ouais, c'est vrai. Bah, il l'est dans le film. Enfin, il est impressionnant, quoi. Que ce serait pas un peu la nature qui Bah, revient? bien sûr, mais même l'endroit où déjà l'endroit de fin où il va, c'est une église qui est saccagée par la nature. Donc tu parlais de tout ce païen qui se confronte à la modernité, à l'âge des hommes et tout. Enfin, t'as toute cette symbolique-là à la fin religieuse. En mode, c'est vraiment une espèce de dieu de la forêt qui est caché dans son coin, quoi. Et même, enfin, tu parles du temps qui passe aussi. Tout le film est représenté par ça. Je sais pas si tu te rappelles la scène d'intro. C'est un bâtiment qui brûle avec des gens qui s'inquiètent. Et en fait, ça dézoome à mort et tu vas juste sur Gauvin qui est avec sa copine. Et ensuite, tu arrives au niveau du roi. Et même le roi, lui aussi, enfin, tu sais, le feu qui consume, par rapport au bâtiment, je finis ma métaphore, tu sais, le feu qui consume, ça fait quand même la destruction, quelque chose qui passe, de la reconstruction. Et après, ouais, t'arrives au niveau du roi, le roi qui est malade et qui arrête pas de le répéter pendant tout le film. Arthur, c'est un Arthur vieillissant aussi. C'est voilà, ouais, il le répète pendant tout le film. Il lui dit, il faut vraiment que tu te dépêches à y aller parce que moi, je suis malade, quoi. Je peux pas le faire, je suis trop vieux. Puis de toute façon, après, même Gauvin, c'est celui qui plus tard va annoncer au roi Arthur que c'est Lancelot qui le trompe. Mais bon, Oui. c'est pas le film Ouais, se ouais. concentre pas là-dessus. Mais bon, on voit que voilà, David Lowery il digère quand même bien ses références Bien sûr. celtiques, etc. Ouais, ça se voit. Et tiens, tu vas commenter un petit peu. J'ai mon cher ami Ben Tayeb, qu'on entend souvent dans les questions lambda, qui au sujet de The Green Knight, m'a dit qu'il n'y avait rien à dire sur The Green Knight, que c'était fade et sans intérêt, hormis la direction artistique ambitieuse, mais selon lui mal gérée. Alors, du coup, si c'est fade et sans intérêt et qu'il dit qu'il y a une direction artistique, ça veut dire que c'est pas fade, il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour Il moi. y a quelque chose. Alors, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, alors, est-ce que c'est complètement mal géré et en fait, je viens de voir 2 heures de remplissage technique en mode c'est très beau, c'est une peinture, mais le reste, on s'en bat les couilles. Mais en fait, non, en parlant avec toi, même en dehors d'avoir vu le film, je trouve pas que le film soit fade. Je trouve que c'est un film mystique. En fait, il te procure quelque chose que tu peux pas. Comment dire, c'est pas que tu le comprends pas, tu comprends ce qui se passe, mais par exemple ton interprétation elle peut pas être super développée la première fois que tu vois le film. Il y a vraiment quelque chose de beau mais à la fois de mystique qui, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu sais quoi là, je vais te répondre par une réponse qui est pas de moi. Hein. Jean-Pierre Dionnet, qui est le fondateur de Métal Hurlant, la clique des Humanoid Associés, on ne le présente plus. Hein. Lui, il disait quand il avait vu le film que The Green Knight était pour lui un des plus beaux films de l'année. Et que bon, voilà, il allait pas sortir en salle française, on va rapidement y revenir. Il dit donc voilà, c'est une plongée dans les mythes arthuriens et il est comme moi, il est d'accord avec moi, c'est la plus belle depuis Excalibur. Ouais. Donc il dit c'est le contemplatif, le mystique et le poétique qui racontent l'épique. Voilà, ouais. Et on entre de plein pied dans un monde de légende, mais un monde sombre, plus sombre même que le matériau d'origine, vu que Bien le sûr. poème est assez court. The Green Knight explore la beauté de l'énigme et de la question sans réponse, et sa contemporanéité tient beaucoup à cette idée d'une quête initiatique qui, à l'arrivée, débouche sur une forme d'autre illusion en suspens. Voilà. Bah écoute, moi je trouve qu'il a plutôt raison. Hein. Je suis totalement d'accord, mais là je sais pas quoi rajouter en fait. Bah écoute, parlons rapidement avant de se faire une pause musicale du contexte de The Green Knight. On Ouais, va dire, nous on est
torrent. On est. Alors, nous ne validons pas le fait de télécharger des films, car, comme vous le savez, je pense que vous êtes au courant qu'il y a une maladie dernièrement qui s'appelle le Covid-19 et qui a un peu fermé nos salles de cinéma. Ouais, c'est vrai ça. Et donc, du coup, je vous incite tous et toutes à aller au cinéma, même si vous voulez aller voir Venom, Let Be Carnage. D'ailleurs, il y a pas mal de trucs là sur Poitiers en ce moment. Il y a OFNI cette semaine. Il y a OFNI, Poitiers Film Festival. À 18h30, allez voir d'ailleurs le dernier film de Bertrand Mandico, After Blue, que j'ai eu l'occasion de voir. C'est barré, hein, c'est coloré, allez le voir. Il y a une des actrices en plus qui vient. Et puis il y aura bien sûr le PFF, comme tu as dit. Ouais, du coup, le Poitiers Film Festival. Et puis Festival. attends, n'oublions pas, genre, on va pas à la fin d'émission, mais oui, bien mercredi sûr. prochain, Ouais, voilà, oui, on en parlera. On en parlera, ouais. Mais du coup, oui, le contexte de The Green Knight, donc, c'est voilà, que on s'était dit, mais mon cher ami Pierre Bertaïev, qui a des réserves sur le film, avait dit. Putain, ça fait chier quoi. On est en France, il y a peut-être un truc qui va avoir l'équivalent pour nous, jeunes addicts à l'heroic fantasy du Seigneur des Anneaux. Bien sûr. Ils n'arrivent pas à le sortir. Et là, il y a une vidéo d'écran large. J'aime pas du tout écran large, hein, mais bon, Simon Rio fait plutôt des bonnes. Ouais, Simon Rio, je trouve que c'est un très bon. Je respecte quoi. Et j'ai regardé pour The Green Knight en mode, est-ce que je sais plus quoi, les distributeurs essayent de tuer les films, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que The Green Knight n'arrive pas en France, ne sort pas en salle et va être du coup perdu dans les limbes du streaming? Et il explique que c'est parce que voilà, à 24, ça reste quand même un truc américain. Et ils ont beau être indépendants. Le but c'est quand même de faire du bif, tu vois. Bah oui, bien sûr. Et là il y a un mec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça fait partie d'une enquête d'un gars qui avait fait un mémoire justement sur la distribution en général. Et alors je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais c'est pas grave, on s'en fiche, hein, l'important c'est ce qui est dit. Il dit que les agences qui vendent les films manipulent des grosses sommes d'argent sur des films plus commerciaux, donc ils ne prennent pas conscience de ce fait quand cela concerne un plus petit film. The Green Knight est quand même un plus petit film, même si c'est un plus gros budget pour A24. Aussi, lorsqu'on parle d'un film indépendant, les Américains se disent que le film ne marchera nulle part. Sauf que, en France, nous sommes des cinéphiles. C'est pour ça que les Américains, en fait, mettent quand même les prix plus élevés pour la France. Et donc, du coup, dans cette vidéo, on comprenait que... il faut quand même vendre le film, faire de la pub pour le film, donc c'est des prix en plus. Je crois même que de toute façon, les The Witch et tout, c'est là que mon cher Erwan Gente me manque parce que au moins lui il me sortait les nombres chiffres de copies en France et tout. The Witch a cartonné, j'ai regardé du coup quand j'avais fait l'émission du Ciné Club. Pour très peu de copies quand même. Pour très peu de copies, mais il me semble que The Witch avait vraiment cartonné au moins aux États-Unis, mais je sais qu'en France ça avait fait un bon score parce que le film avait vraiment fait un petit buzz, comme Hérédité d'ailleurs. Qui sont des films qui ont très très bien fonctionné en France, bien fonctionné, mais c'est du coup pour revenir le fait que le film soit pas distribué en France, c'est vraiment juste super triste, tu vois, parce que on a besoin de films comme ça. Écoutez, tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, The Green Knight de David Lowery, à mon avis, vous allez le trouver. Si vous voulez le voir, moi je vous conseille de le voir absolument. Démerdez-vous pour le voir. Bien sûr. Je pense qu'on va bientôt faire un petit drive un jour. On se fera un petit drive. On se partagera tout ça. Non, mais il sortira en streaming, je pense, sur HBO, un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Mais en fait, on valide pas du tout ce principe-là. Mais au bout d'un moment, nous, il faut se défendre. Il est disponible partout. Ouais, voilà, il est disponible partout. C'est un peu, on s'appelle pas contrevendre pour rien, tu vois. C'est un peu une manière de répondre aux distributeurs. Là, je pousse vraiment un coup de gueule qui vraiment s'enjaille sur des films et dont on s'en bat les couilles qui sortent. Genre, tu vois que Eiffel est en train de tout niquer au box-office et ça a l'air très bien. Enfin, ils font ce qu'ils veulent après. Mais distribuer autant un film comme ça juste parce qu'il est français et qu'ils ont mis un gros budget, alors ils pourraient donner autant de com et autant d'espoir à un film d'heroic fantasy. L'heroic fantasy, ça marche bien au cinéma, tu vois. C'est pas comme si c'était l'horreur. Après, voilà, est-ce que ça intéresse encore aujourd'hui? J'en sais pas. Voilà. Mais foncez le voir si vous êtes des amis contrebandiers, bien sûr, camarades de la secte. Il faut voir The Green Knight, trouvez-le comme vous pouvez, et puis parlez-en pour qu'un maximum de gens puissent le voir. Bien sûr, on attend vos retours. Petite pause musicale, puis on va enchaîner directement sur très rapidement tout à l'heure sur David Robert Mitchell, et on finira par Sainte Maud de Rose Glace. Yes, I. Well done, my brave knight. Now, off with your head. You ask me if there'll come a time when I grow tired of you. Never, my love. Never, my love.
time for you. Never my love. Never my love. What makes you think love will end when you know that my whole life depends on you? Les années 2010 nous ont offert leur lot de bons films et de réalisateurs prometteurs. Dans cette époque de postmodernisme, de nombreux réalisateurs sont attirés par le besoin de faire de nombreuses références, à commencer par de grands réalisateurs classiques comme Tarantino ou Michel Hazanavicius. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous sur un autre réalisateur postmoderne, promis un grand avenir après seulement 3 films, David Robert Mitchell. David Robert Mitchell, c'est un réalisateur américain né en 1974 dans un quartier de Détroit. Après un master d'art en production, il devient créateur de bandes-annonces à Los Angeles. Son premier court-métrage Virgin sort en 2002, avant qu'il ne devienne réalisateur de long-métrage à partir de 2010. Et c'est cette année-là, en 2010, qu'il réalisera The Myth of the American Sleepover, un film qui se déroule dans la dernière nuit de l'été à Détroit. C'est le moment rêvé pour tous les adolescents de la ville de réaliser ce qu'ils n'ont pas pu faire avant, déclarer leur amour à quelqu'un, entamer une relation, ou bien simplement se faire des amis. Cette chronique d'un été adolescent aux allures d'un film de Sofia Coppola nous dépeint une jeunesse voulant profiter de la vie et ayant peur de l'avenir, ce qui lui permettra d'être remarqué au Festival de Cannes 2010. 4 ans après ce premier film remarqué à Cannes, mais pas auprès du public, intervient son film qui va le révéler complètement au grand public, It Follows. Véritable renouveau du slasher, le réalisateur nous fait suivre la fuite de Jay et sa bande face à une menace lente et aux multiples apparences, apparaissant à la suite d'un rapport sexuel avec une personne ayant déjà eu cette malédiction. Film vu par certains comme une métaphore des MST, David Robert Mitchell retrouve ici les références au slasher de John Carpenter, à la féline de Jacques Tourneur pour une des dernières séquences du film, ou encore à des réalisateurs tels que David Cronenberg, Brian De Palma ou encore David Lynch. Le film est donc une masse de références permettant d'être reconnu par un plus grand public, avec une sélection à la Semaine de la Critique à Cannes en 2014, un prix de la critique internationale au film américain de Deauville, et un grand prix et un prix de la critique au Festival du film fantastique de Gérard Mer. Et c'est donc tout naturellement qu'il revient en 2018 avec un nouveau film sélectionné cette fois-ci en compétition internationale à Cannes, Under the Silver Lake. Pour la première fois, David Robert Mitchell décale son action, qui ne se déroule plus à Détroit, mais qui se déroule maintenant à Los Angeles. Cette fois-ci, le personnage principal se nomme Sam, et il est joué par Andrew Garfield. Mais alors, qui est Sam ? Sam, c'est un mec d'une trentaine d'années qui ne fait absolument rien de sa vie. Il est au chômage alors qu'il fait croire à sa mère qu'il travaille à Hollywood, il passe ses journées à regarder des magazines porno, à espionner ses voisines depuis son balcon. En gros, Sam, c'est juste un gros voyeur, le personnage antipathique par excellence. Un jour, une de ses voisines, Sarah, va venir se baigner dans la piscine qui se trouve au centre des appartements, et Sam va être attiré par elle directement. Il passe la nuit avec elle, avec la promesse de se revoir rapidement. Mais le lendemain, Sam se rend compte que Sarah a disparu, et qu'elle a laissé derrière elle plein de symboles mystérieux. Il va alors se lancer dans sa recherche, explorant les tréfonds de Los Angeles. Entre secrets et théories du complot, Sam va découvrir des choses qui dépassent cette simple disparition. Thriller survitaminé et teinté d'humour noir, Under the Silver Lake brille par la qualité de sa mise en scène et son scénario. Pour résumer le film, on peut dire que c'est un film écrit par Hitchcock, avec une mise en scène proche de celle de Lynch dans Mulholland Drive, le tout sous acide. La mise en scène est dynamique, rythmée par les musiques de Disaster Peace, qui signe là sa deuxième collaboration avec le réalisateur américain. L'intrigue est prenante. On se retrouve à suivre avec Sam le jeu de piste dans lequel il s'est lancé. Ce jeu de piste est également fait pour le spectateur, puisque des symboles sont cachés dans la mise en scène, depuis l'affiche du film jusqu'aux dernières minutes. Les histoires secondaires sont très intéressantes aussi, et constituent un autre jeu de piste. Ainsi, vous pouvez jouer à savoir qui est le vrai tueur de chiens de Los Angeles, pourquoi y a-t-il un putois dans Los Angeles qui parasite toutes les herbes, quelle est la légende du baiser de la chouette qui tue tant de personnes dans la ville. Tous ces mystères seront proposés dans le film, et ce sera à vous de résoudre tout cela. Les personnages sont également très bien écrits dans ce film. Sam est un anti-héros parfait, aussi attachant que détestable pour son côté assez pervers. Il est magnifiquement campé par Andrew Garfield, qui tient là un de ses meilleurs rôles, à la fois totalement fou et une sorte d'ado attardé. Les autres personnages ne sont pas forcément mis en avant, mais sont toujours très distants et intéressants dans leur rapport avec Sam. Le casting est justement très bien choisi pour cela. On peut saluer la création du personnage du compositeur, joué par Jeremy Bobb, qui donne selon moi la meilleure scène du film et une des meilleures scènes de la décennie. Under the Silver Lake est une œuvre assez vaste. C'est un grand jeu de piste, une œuvre cinéphile pour ses nombreuses références, et une mise en scène survitaminée. Et surtout, c'est une conclusion très bien écrite, puisqu'elle remet en cause tout ce que vous attendiez du film. C'est justement une des réussites du réalisateur, nous offrir une fin qui nous laisse une propre appropriation du personnage de Sam. David Robert Mitchell nous offre une œuvre assez aboutie, qui fera date dans la décennie des années 2010. C'est justement ce film qui nous permet de comprendre qu'il faut compter sur lui pour l'avenir, et que son prochain film sera certainement une réussite. En espérant vous dire à très vite, monsieur David Robert Mitchell. Je rêvais d'être assez grande pour sortir avec des garçons avant. J'avais cette image de moi, main dans la main avec
Un garçon super mignon. En roulant le long d'une jolie route. Mais je crois pas qu'il s'agisse d'aller quelque part en fait. Il s'agit plutôt de se sentir libre, tu vois. Jay, t'es réveillé? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas jamais me croire, mais je veux que tu te souviennes de ce que je vais te dire. Cette chose, et elle va te suivre. Quelqu'un me l'a donnée. Ah, la musique, putain, elle est incroyable. Et je te l'ai passée. Eh ben voilà, on est de retour dans Contrebande, hein. Toujours émission spéciale avec 24 après avoir parlé de The Green Knight. On va parler un petit peu de David Robert Mitchell. On n'est pas dans l'actualité, mais on s'en bat les reins. C'est parce que c'est quand même un de nos films préférés. Bien sûr. Donc on s'est dit voilà, tant qu'à parler de A24, d'A24, autant parler. Sous-estimé aussi. Ouais, voilà. Alors nous on est en direct. Ceux qui nous écoutent sur les réseaux, notre chaîne YouTube, Dorian, rappelle s'il te plaît. Bien sûr, Contrebande Cinéphage sur YouTube, le Instagram Contrebande Cinéphage. Enfin, tout est disponible dans la description de Contrebande dans tous les cas ou dans la description des vidéos. Sur Instagram, Facebook aussi, et puis sur Instagram, c'est 0, hein, le O est remplacé par un 0 et le A est remplacé de bande est remplacé par un 4. Voilà. Bon, donc, vous c'est trouverez contrebande tiré du bas. Enfin. On est encrypté, voilà. Voilà. Mais donc du coup, pourquoi vous avez, en fait, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, quand je mettrai le podcast, vous aurez en plus une chronique de mon cher Erwan Gente, mon grand fidèle Erwan, qui n'est plus parmi nous. Enfin, il est toujours là dans notre cœur. Non, il est vivant. Il est juste, il est parti ailleurs. Je crois qu'il travaille dans un cinéma justement. Ah, c'est cool. Et bah, il va. Je rajouterai une petite chronique qu'il a fait d'Under the Silver Lake. J'espère que nous on va pas trop répéter. Mais du coup, on va commencer par It Follows parce que là, on a une musique d'Under the Silver Lake. Mais surtout, j'ai mis la petite bande-annonce d'It Follows, qui était un des meilleurs films d'horreur apparemment sortis de ces 10 dernières années. Bah voilà, comme The Witch, comme Hérédité. Et bah moi, voilà, je suis extrêmement fan aussi d'Orion. Non mais quelle claque. En vrai, It Follows. Rappelle rapidement le pitch. Oui, le pitch. Alors, en fait, on suit. Je sais plus comment ça s'appelle. L'histoire d'une jeune fille qui couche avec un garçon. Il me semble qu'elle fait ça. Je sais pas si elle fait ça la première fois. Elle couche juste avec un garçon. Et le garçon va lui faire comprendre qu'en fait, elle n'aurait pas dû coucher avec, puisque à partir de ce moment-là, il y a une entité qui va la poursuivre, qui va juste marcher et qui prend la forme de n'importe quel être humain. Et elle marche juste vers la personne. Et si elle te touche, tu meurs. Et le seul moyen de. Et elle prend l'apparence aussi de n'importe qui, notamment des proches. N'importe qui, ouais. Et donc du coup, le seul moyen de se débarrasser de cette entité, c'est de recoucher avec quelqu'un d'autre qui ne doit pas se faire toucher, sinon ça revient sur toi. Voilà. Particularité moi de ce film de It Follows, qui est du coup quand A24 se lançait un peu à faire d'abord au début des films d'horreur, parce que bah, l'horreur, voilà, genre rentable, pas grand risque on va dire de perte financière. Il y avait, tu vois, quand tu regardais The Witch, les influences étaient surtout Shining. Bien sûr. Hérédité, il y a beaucoup de nouveaux retournés par Rosemary's Baby. Et pour du coup David Robert Mitchell cette fois-ci, avec Carpenter, le Body Snatchers. Bien sûr. Et pourtant, moi je trouve que ce sont là des influences qui sont encore une nouvelle fois très digérées. Ah bien sûr, ça n'entache en rien le film. En fait, je crois que c'est le gros problème que les gens ont avec A24, c'est qu'il y en a qui disent que It Follows est un film d'arty bobo à la con et qui fait pas du tout peur, et en fait c'est très chiant, ça pompe du Carpenter honteusement. Et d'un autre côté, et donc je pense qu'on est plutôt d'accord sur ça, moi je trouve que c'est une terreur, ce film, c'est vraiment un vrai moment ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant les boules devant un film qui est très posé, avec une musique qui prend son temps, lancinante, mais aussi un peu synthwave dans l'âme, et qui fait une ambiance incroyable en fait. Et tout ce côté métaphore, parce que du coup, comme vous l'avez compris, c'est une métaphore bien évidemment du VIH, enfin des maladies sexuellement transmissibles en général. Toujours aussi une critique du suburbs, ces quartiers, puis comme on l'a entendu dans la bande-annonce, voilà, cette jeune femme qui s'imagine un peu dans... Je dirais pas non plus, mais voilà, le délire du bal, du prince charmant presque. Fées, bien sûr, le mec super beau gosse, c'est possible aujourd'hui, quoi. Et ouais, non, en fait, non, ouais, c'est vraiment, ça brise. Ce film, c'est un espèce de cauchemar ambulant, un petit peu comme à l'image de sa créature. C'est en plus la créature qui est très particulière parce que, en fait, au début du film, on va comprendre qu'elle va prendre l'apparence des proches. Et donc il y a vraiment une scène où elle le fait, enfin 2 grosses scènes à la piscine à la fin, et aussi un moment à la mer où elle prend l'apparence de sa pote. Mais à part ça, la créature, elle prend l'apparence de gens super bizarres. Genre la scène avec le géant dans le couloir. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène. Ouais, bien sûr. Terrifiante, vraiment, j'ai eu les boules. Mais
Mais alors du coup voilà, on va conclure rapidement sur It Follows pour parler de ce chef-d'œuvre qui est Under the Silver Lake, parce que tu vois, on l'a dit, voilà, beaucoup de références chez David Robert Mitchell, digéré. Et en fait, David Robert Mitchell, c'est quand même un mec qui est extrêmement nourri à la pop culture. Et donc Under the Silver Lake, et ben justement, dans sa note d'intention, il a dit que la pop culture est désormais la seule culture. Et là, je te laisse avec ça. Tu as 2 heures. Non, vas-y, raconte Under the Silver Lake. Ah putain, faut que je raconte l'histoire de Under the Silver Lake. Pourquoi déjà est-ce que c'est un de tes films préférés aussi? Alors, ce film-là, c'est une tuerie monumentale. Parce que pour beaucoup de choses, je sais pas, j'étais pas prêt à que tu me laisses avec un sujet comme ça. Mais alors ouais, déjà je vais commencer par pitcher un peu. En fait, on suit l'histoire Andrew Garfield. De Andrew Garfield qui essaye de passer à autre chose avec Gwen Stacy. Et en fait, on suit l'histoire d'un paparazzi un peu fauché dans Los Angeles, au niveau d'Hollywood, qui tombe amoureux de sa voisine, et sa voisine disparaît du jour au lendemain. Il y aurait beaucoup de théories du complot selon Andrew Garfield dans l'histoire, et du coup voilà, on va suivre ses péripéties. Moi j'adore les conspirations. J'adore ça aussi, putain, c'est un truc de dingue. Genre vraiment les sectes, tout ce genre de bail. Non, c'est un film qui est déjà visuellement qui est une réussite, une claque totale, qui pose une ambiance, contrairement à It Follows qui est pas synthwave, qui est un peu plus été. Mood un peu plus fantastique. Bah déjà la Californie aussi. Enfin, je crois que It Follows était déjà aussi en Californie, mais enfin je crois. Hein. Mais c'est la Californie pure en tout cas dans Once Upon a Time. Ah non mais tu vois, te dire Once Upon a Time in Hollywood, c'est pas anodin parce que pour moi Under the Silver Lake et Once Upon a Time in Hollywood sont les plus beaux films qu'on ait vus sur Hollywood de ces 10 dernières années. Pour moi le dernier qui était énorme, c'est du niveau de Mulholland Drive quoi. Oui ouais, j'ai toujours pas vu Mulholland Drive. Les 2 plus belles peintures d'Hollywood, c'est Under the Silver Lake et Once Upon a Time in Hollywood qu'on a eu ces dernières années. Je suis totalement d'accord, mais même le film est un peu ce mood-là de suivre un personnage qui voyage, qui sait pas trop ce qu'il fait, qui est perdu dans Hollywood, et en fait on se rend compte que la ville est beaucoup plus tard avec lui parce que il y a ce fameux roi des sans-abri, il y a le mec qui fait des masques. En fait c'est particulier parce que Hollywood c'est l'usine à rêve, c'est l'endroit des apparences. En même temps toute une culture s'est formée, une culture et une contre-culture, et la contre-culture est vite digérée pour ensuite devenir de la culture. Donc voilà, tout dans le serpent qui se mord la queue. Et dans ce réseau d'apparences, on oublie que surtout en Californie, c'est pété de SDF en fait. C'est genre on a tout de suite l'idée paillettes, clinquantes, grosses voitures. Il y a beaucoup plus de ratés et de mecs qui vivent dans des mobilhomes que de... Los Angeles, c'est une ville super dangereuse. Enfin, c'est considéré comme une des villes les plus criminelles des États-Unis, il me semble. Los Santos. Non, mais t'as totalement d'accord, mais même l'illusion, le rêve jamais atteint, le fait que, par exemple, le personnage d'Andrew Garfield a une putain de Mustang, il a une voiture de dingue, en plus Andrew Garfield c'est plutôt un beau gosse, donc tu te dis le mec est très cool, il est très bien dans sa tête, tout va bien. Mais au final, c'est juste un gros taré qui défonce des mecs à coups de guitare. Tu vois, sur ce que je disais là, David Robert Mitchell, dans le numéro de 1er juillet-août 2018, il a dit, la question c'était est-ce que c'est à Silver Lake qu'il faut chercher les hipsters aujourd'hui ? Et il dit oh non, c'est fini. Le film est une sorte de rêverie sur l'été 2011, sur ce bref instant où a prospéré là-bas cette étrange petite culture hipster, dont il propose une version distordue et fantasmée. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est toujours très sympa de vivre à Silver Lake, mais les gens ont vieilli et où sont partis, ça n'a plus rien à voir. C'est plein de familles avec des poussettes. Ouais, il a vraiment pris une capsule temporelle et il l'a fantasmé un petit peu, et horrifié même, parce que le film a quelques grands moments d'horreur, notamment avec la chouette. La chouette qui d'ailleurs pareil est un symbole. Il faut voir la vidéo, le code percé d'Under the Silver Lake qui est vraiment incroyable. Je sais plus quel est le youtubeur qui a fait ça, mais vous la trouverez parce qu'il a aussi fait quelque chose d'incroyable sur Midsommar. Et il décrypte superbement Under the Silver Lake, tous les petits détails, comment la forme du film correspond aussi au propos du film, et du coup sur cette chouette qui est un symbole du capitalisme américain. La petite chouette qu'on voit sur les billets, bien sûr, les qu'on peut vraiment voir du coup dans la réalité. En fait, il y a un délire sur le fantasme qui est, tu sais, on dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois, et le fantasme est qu'une version déformée de la réalité finalement. Bien sûr, exactement, mais oui. Mais en plus, de toute façon, le film critique les codes, mais il en est lui-même un. Moi, j'aime bien que tu parles de fantasme sur Under the Silver Lake, parce que vraiment, il y a ce côté de fantasmer Hollywood,
Mais au final, quand on s'approche dans le tréfonds de Hollywood, dans les tripes d'Hollywood, on se rend compte que ça pue, quoi. C'est vraiment. Et tu sais quoi, mon cher ami Pierre Ben Taïeb, encore une fois, lui il a dit sur Under the Silver Lake, pour une fois il a mis un film, hein, donc c'est bien que je le dise. Il dit que dire, le parfait mélange entre film noir, thriller politique et fantastique, et horreur aussi, parce qu'il y a quand même un petit peu d'horreur dans Under the Silver Lake. Comédie aussi. Il dit il y a du Hitchcock, du Lynch, du De Palma aussi, parfaitement introduit dans une esthétique contemporaine, et ici il dit surtout que c'est le meilleur rôle d'Andrew Garfield. Bah oui, ouais, alors là totalement. Il fait plaisir quand même dans, je sais plus comment il s'appelle, Hacksaw Ridge, je crois c'est ça. Ouais, bien sûr de Mel Gibson. De Mel Gibson, ouais. Ouais, bien sûr, c'est un de ses meilleurs rôles et en plus il sortait de Spider-Man. Bah, d'ailleurs il y a une scène dans le film où il y a du chewing gum qui colle sur une page de Spider-Man, il n'arrive pas à s'en débarrasser. Voilà, c'est une petite easter eggs comme ça. Et d'ailleurs David Robert Mitchell, son 3e film chez, je crois que c'est toujours chez A24, donc tu vois qu'ils mettent un peu plus de budget, ça va être un film de super-héros. Oui, j'ai vu ça. Avec Topher Grace qui jouait Venom dans Spider-Man 3. Bien sûr, ça va être énorme. Bah on espère qu'il va un peu redétruire le délire du truc de super-héros. Bah oui, ouais, totalement. Mais il y a une démarche cryptée, décryptée qui est intéressante. Bien sûr. Et aussi ce qu'il faut dire sur Under the Silver Lake, si vous ne l'avez pas vu et que vous comptez le voir, on vous prévient, c'est un film codé, enfin c'est un film, c'est un bordel à comprendre, monstrueux. En fait, il y a beaucoup de références. Voilà, le film est très satisfaisant à la fin, quand vous l'aurez fini, vous serez en mode mais qu'est-ce qui se passe ? Peut-être qu'il faudra un deuxième visionnage, mais par contre le film n'est pas accessible à tout le monde, contrairement à The Green Knight où ça passe tout seul, mais Under the Silver Lake c'est quand même un sacré bordel. Enfin, il y a des trucs que je comprends toujours pas, hein. Il est vraiment terrible, hein. Ouais, c'est vraiment, en fait à la radio je sais pas comment on lui rend hommage. C'est un film avec une rapidement, ambiance. En même temps, nous on est des glandeurs, là on est parti on est parti sans préparation, hein, mais c'est parce qu'on aime tellement ce film aussi, il fallait en parler rapidement. Mais plongez voir Under the Silver Lake, regardez cette vidéo, le code percé d'Under the Silver Lake, et puis nous on va être légèrement plus actuel, on va passer à un dernier film qui est distribué par A24, c'est-à-dire qu'il a été récupéré chez Gérard May, c'est Sainte Maud de Rose Glace, et on s'est tapé une nouvelle fois une bonne barre d'Orient. Ah bah alors là. Petite bande-annonce, tiens. Votre présence est une bénédiction. Et bientôt, tout le monde la verra. Bonjour, vous êtes Maud ? Oui, bonjour. Il ne faut pas de talent particulier pour prendre soin d'un mourant. Tu es plus jolie que la dernière. Mais sauver son âme, c'est vraiment autre chose. Bénissez le corps d'Amanda, illuminez son esprit qui est plongé dans les ténèbres. Quand tu pries, tu obtiens une réponse. Oh, c'est comme s'il était en moi physiquement. Est-ce que Dieu est en toi physiquement, Dorian ? J'espère pas pour lui. Hein. Putain. Il doit être bourré là. Mais en tout cas voilà, donc Rose Glace, Sainte Maud de Rose Glace. Avant qu'on en parle et qu'on raconte ce petit souvenir quand on l'a vu, qu'on s'est pris une petite claque parce que c'était drôle, je vous conseille d'aller voir un webzine, d'aller lire une interview de Rose Glace faite par une de mes camarades du webzine Fait Pas Genre, sur lequel des fois je publie des petites critiques et interviews. Big up Fait Pas Genre, les amis parisiens. Parce que bah voilà, une interview de Rose Glace, c'est super important. Le film a remporté le Grand Prix de Gérard May et tout. Ouais. Bon, encore une nouvelle fois, des critiques, on se pignole pour rien. Moi je trouve que non, hein, vraiment, quand le cinéma est mort, hein, vraiment. Tu vas raconter un peu plus l'histoire, mais moi pour juste dire rapidement, pour moi c'est juste Taxi Driver avec une infirmière, en fait. Tu sais que c'est ce que j'allais dire, je me suis dit on va me chier dessus, mais c'est exactement ça, c'est Taxi Driver avec une infirmière et Jésus, quoi. Et alors l'histoire de Sainte Maud, nous suivons Maud qui est une jeune infirmière, enfin elle aide les personnes qui ont besoin d'être aidées à domicile, je sais plus comment on appelle ça. Peut-être que quelqu'un pourra me dire comment on appelle ça. Une aide-soignante, non ? Une aide-soignante, ouais, c'est ça, une aide-soignante. Ouais, c'est peut-être pas si compliqué que ça, en fait. Faut que j'arrête la tourtelle. Et donc voilà, on suit Maud qui va s'occuper d'une dame plutôt âgée, mais qui est très très riche, et qui va bientôt décéder d'une maladie grave. Et du coup, elle se met en tête l'espoir de récupérer son âme, enfin de sauver l'âme de cette personne qui a beaucoup péché dans sa vie. Toute seule en plus. Hein, toute seule, ouais, se tape un délire assez vénère. Par où commencer sur ce film. Et le film, c'est une lente dégradation de cette jeune femme qui va se perdre dans sa foi, où on se dit peut-être qu'elle y croit pas même. Ah oui. Bon, après voilà, il y a quand même beaucoup aussi à nouveau de références. On peut penser à Carrie, etc. Ouais. Et ça, même un peu à l'Exorciste avec une scène de lévitation. Et donc ceux qui critiquaient un peu le film disaient on est un peu dans ce truc du on sait que la meuf est folle, qu'on adopte sa psyché, que voilà tout ce qui est là n'existe pas. Et moi je trouve que justement le film
joue très bien. Il assume pleinement là-dessus. Il joue pas du tout sur l'ambiguïté. T'es dans sa tête, tu sais qu'elle est folle. Et moi je trouvais que c'était plutôt bien amené. Il y a un screamer final qui est génial. Énorme. C'est les scènes pour moi qui sont les plus réalistes, comme quand elle essaie de s'intégrer au monde réel. Elle va dans un bar. Ah ouais, qui a couché avec un mec, une des scènes de sexe les plus tristes et horribles. Moi je me souviens juste de la scène de masturbation dans les toilettes où même le mec après il se dit ouais, trop tard et pour moi je me casse. Ouais, non, mais en fait le film il joue pas sur le fait est-ce que c'est vrai ou pas ce qu'on voit, parce qu'on la sent quand même bien allumée, et il joue sur le fait de qu'est-ce qui a pu la rendre comme ça, et en fait on comprend qu'elle a voulu réanimer une personne et qu'elle y a été un peu trop fort, enfin une vieille personne, et qu'elle lui a brisé la cage thoracique, donc elle l'a tué. Elle est hantée par ce truc, voilà. C'est vrai, bien sûr. Et donc du coup la première chose qu'elle a vue, elle s'est mise dans un coin, elle a levé la tête, la première chose qu'elle a vue c'est un cafard. Donc en hauteur, elle a vu quelque chose, et donc du coup le cafard représente Dieu pendant parce qu'elle est toujours dans un coin de la pièce, il est toujours là quoi. Ouais. Et donc du coup elle s'est rattachée vers la religion, sauf qu'elle a une vision de la religion qui est assez on est encore dans une espèce de puritanisme où on doit s'auto-flageller. Oui, exactement. Être dans le calvaire martyr, constant. En mode, c'est une martyre. À la fin, elle devient elle pense devenir une martyre. Sauf que ce plan terrifiant, vraiment qui fout les boules. La fin est incroyable, on la spoil à nouveau, bouchez vos oreilles si vous voulez pas entendre. La fin est hardcore, sa mère. Mais après avoir à nouveau tué une patiente, quoi, je sais plus si elle l'a tuée. Elle la tue, elle l'égorge. Parce qu'elle pensait que cette jeune dame, en fait, elle va c'était l'antéchrist, elle pensait que c'était elle pensait que c'était l'antéchrist parce qu'elle va chez une dame riche qui est très malade et qui donne de grandes réceptions. Bien sûr. Qui va un peu l'humilier devant tout le monde à un moment donné. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, il y a aussi ce côté, en fait, Maud, elle est précaire aussi. Hein. C'est une infirmière qui devient complètement tarée, qui vit dans une espèce de presque 15 mètres carrés. Je sais pas. Ouais, bien sûr. Elle est toute seule. La seule relation qu'elle a dans sa vie, c'est avec du coup Dieu, enfin la vision de ce qu'elle se fait avec Dieu. Un cafard, oui, parce que du coup quand le cafard apparaît, on entend la voix de Dieu qui parle en païen. D'ailleurs, Dieu, il parle très bizarrement. Il est horrible. On dirait le bouc dans The Witch. Je sais pas si tu vois. Donc en fait, on sait même pas à qui elle parle, quoi. En fait, c'est juste une voix dans sa tête à la con. Tu vois, je propose que du coup, pour conclure un peu sur ce délire d'A24 et du coup aussi un peu parler de Sainte-Maud, qu'on analyse le petit schéma là que je t'ai envoyé là. Bien sûr. Mais tu sais que je l'avais déjà vu. Il est top ce schéma. Moi, il faut. C'est en mode si c'est pas de l'horreur, mettez-y fin. Alors oui, c'est une espèce de petit How to make an A24 film, donc comment faire un film A24. Il y a une petite flèche qui nous amène vers une bonne cinématographie. Bon bah voilà, on s'en fiche, un facture AD. Ensuite, introduire des thèmes intéressants. Bon, sinon on n'en parlerait pas. Hein. Une autre flèche ensuite qui nous amène. Est-ce que le film ouais, c'est ne jamais reparler de ces thèmes. C'est ça. Ne jamais tourner en rond. Ne jamais aborder ces thèmes, quoi. Et c'est là que ça arrive à une question qui devient intéressante. C'est est-ce que c'est de l'horreur, oui ou non? Et ça me rappelle ce qu'on avait dit la première émission Ari Aster où je te disais est-ce que c'est vraiment des films d'horreur? Bon, oui, parce que ça adopte les codes, mais je pense qu'on a atteint quelque chose d'un peu plus loin que ça, ouais. Qui renoue presque avec une certaine horreur qu'il y avait dans les années 70. Toi qui as vu Carrie, bien sûr. Il y a un côté où ça joue entre un peu tout. Donc si c'est pas de l'horreur, c'est pas un film d'A24. Et si c'est de l'horreur, évidemment, si c'est un film d'horreur A24, eh bien ça doit se terminer sur un truc païen ou un rituel satanique. Et tu vois, dans les 3 films qu'on a abordé, et il y a pleinement ça. C'est totalement que ce soit The Green Knight, on est dans comme j'ai dit, cette confrontation du païen, la fin du païen pour finir au monothéisme. Quand c'est Under the Silver Lake avec tout ce délire conspirationnisme, rituel, etc., c'est pas forcément du païen, mais il y a un truc sur ces dérives complotistes, satanistes, il y a des sectes, on est en plein dedans. Si, il y a totalement du païen, parce qu'il y a tout le délire de l'album sataniste qu'on pourrait écouter à l'envers, il y aura un code et tout, ça évoque tout le temps le satanisme. De toute façon, si vous voulez vraiment écouter une bonne émission qui parle de pop culture et de satanisme, il faudrait écouter notre émission spéciale sur comment il s'appelle, sur Kenneth Anger, Axan et Jimmy Page que j'ai fait dans notre autre radio haute à Toulouse en compagnie de Sébastien Guéraud, auteur de bouquins. Big up. J'arrête pas de dire ça à chaque fois que tu cites quelqu'un. Ah non, mais c'est la famille. Ouais, non mais bien sûr. Et Sainte-Maud, ça nous montre encore une fois que A24 veut vraiment se mettre dans le fait de pervertir. Je trouve qui est un de leurs symptômes, c'est de pervertir le quotidien, le fait de rendre le normal horrible en fait, notamment comme avec Hérédité, la famille, ou Midsommar, le deuil ou la rupture. Tu sais, ces choses du quotidien qui nous paraissent vraiment horribles. Du coup, pour Maud, qui est l'accident, le fait qu'elle ait tué quelqu'un sans faire exprès, donc un accident de travail, et que ça laisse vraiment, ça lui creuse, ça lui ronge. Il y a une noirceur
dans sa tête qui prend petit à petit le dessus sur sa logique, quoi. Elle devient complètement folle. En tout cas, on tient à adresser tous nos saluts aux aides-soignants, infirmiers. Bien sûr. Gros big up. Gros big up, comme dit Dorian. Et puis, non, j'allais dire big up aux religieux, mais il faut pas qu'ils regardent du tout ce film, en fait. Je suis en train de me dire, c'est une super critique de ce film, quoi. Enfin, c'est une super critique de la religion. On se méfie parce que nous, on a eu des problèmes avec des religieux. De tout bord. Bon, Dorian, pour conclure, quelles sont les prochaines productions à 24 qui, toi, égayent un peu ta curiosité Je suis trop content que tu m'en parles. Il y a un super film de A24 qui va sortir qui s'appelle Common, qui a l'air super, avec Joaquin Phoenix. Je sais plus par qui c'est réalisé. C'est Joaquin Phoenix qui est un père qui s'occupe de son enfant. Joaquin Phoenix qui va en plus faire le prochain réalisateur. Voilà, premier film de A24 avec Joaquin Phoenix, ce sera Common. Je vous incite à aller voir la bande-annonce. Ça a l'air d'être un bonbon, vraiment genre un bonbon au miel. Ça a l'air d'être une douceur ce film. J'ai tellement envie de le voir. Vraiment dinguerie. Et ouais, voilà. Il a mal à la gorge. Ouais, non, à part ça, bien évidemment, le nouveau réalisateur. Bah ouais, je sais plus, Disappointment Boulevard. Ouais, c'est exactement ça. Celui-là, je suis très curieux aussi. Joaquin Phoenix, etc. La gueule qu'il a dans le film, surtout. Et la grossit encore. Ah ouais, avec ses cheveux blancs en mode calvitie. Et moi, surtout le prochain Robert Eggers, parce que comme j'avais The Northman. Dans la vidéo que j'ai faite, film preview 2021-2022, j'en parle. Il est à revoir, mais je me répète un peu, mais parce que je disais qu'avec The Green Knight, il commençait à plonger dans de la dark fantasy. Du coup, The Northman, ça va être pareil, mais avec des Vikings. Et je suis content de voir qu'A24 plonge encore plus loin. Je suis trop content aussi. En fait, moi, si on peut se taper un bon film de Viking là, comme celui de Refn, Valhalla Rising, je l'ai pas vu, il faut que je le regarde. Mais je me sens vraiment pas cinéphile quand je viens ici, en fait. Faut que t'arrêtes de boire. Si ça se trouve, je l'ai vu, mais je l'ai oublié, quoi. Je voulais faire une petite minute sur un film d'A24 qui m'a touché vraiment personnellement. Ouais, et en fait, j'ai vu. Tu vas encore délivrer ton cœur. Je vais vraiment ouvrir mon cœur à ces chers auditeurs. J'ai vu un film qui s'appelle Lady Bird, donc qui est très connu de A24, qui est super. Et que j'avais pas du tout que j'avais pas du tout compris au premier abord. Et après avoir eu récemment un conflit familial avec ma maman, que j'embrasse très fort si elle écoute cette émission, j'ai revu ce film et c'est vraiment une pure dinguerie. Si vous avez été jeune, un truc d'A24 encore. Ouais, un truc d'A24. Okay. Lady Bird, qui est une très bonne comédie et qui est une pure dinguerie au niveau émotionnel. Tu sais quoi, je vais saluer ma maman aussi, mais en pensant à Hérédité. J'ai salué mon grand frère qui a failli me faire entrer dans un poteau. Non, et voilà, Lady Bird qui est vraiment une petite douceur. Regardez-le avec des potes ou regardez-le tout seul. Si vous avez déjà connu cette période où on est ado un peu paumé et qu'on s'embrouille avec notre maman tout le temps, vous savez ce que ça fait. Voilà. Merci Dorian pour cette minute maman. Écoute, avant de partir, on va annoncer quand même beaucoup d'événements pour Contrebande. Ouais. Alors attends, je vais commencer d'abord par le moins récent, c'est-à-dire ce qui va arriver un peu plus loin. On a attends, professionnel à nouveau, là c'est parti. Il est en train de swiper avec son téléphone. On a un plateau radio quand même, le samedi 27 novembre de 16h à 18h au TAP, le TAP Théâtre, 2 heures de direct sur les ondes de Pulsar. Cool. Depuis le TAP. Vous pouvez en plus venir nous voir, nous dire bonjour. Bien sûr, on vous fera des dédicaces. Donc voilà, ce sera un crossover, on va dire, émission Contrebande avec... Tu vas faire des dédicaces. C'est une connerie. Bien sûr. Tout le monde, on va te jeter des strings. Donc voilà, ce sera notre émission avec Anaïs que vous pouvez écouter dans Séquence Midi. Ce sera pour bien sûr le Poitiers Film Festival et puis il y aura aussi deux de mes camarades qui ont participé à Contrebande, Mao et Lohan, qui vont être actifs pendant tout le festival, faire des petites on va leur faire coucou, ça fait plaisir. Ensuite je peux dire quoi, on a des pulls Contrebande si ça vous intéresse. C'est vrai Axel. Mais c'est vrai, il faut quand même nourrir un peu la firme. On gagne pas beaucoup d'argent dessus, mais venez nous voir sur les réseaux, contactez, on peut avoir des pulls avec des films de votre choix dans le dos. Des très beaux pulls. J'en ai un très beau orange mécanique que je vais mettre Dorian mercredi prochain. Mercredi prochain, mais Axel, ce serait pas genre orange mécanique qu'y a-t-il au cinéma et d'abord on passe ton court-métrage Torture. Je suis assez content. Incroyable. Écoutez, voilà, mercredi prochain dans le cadre des rencontres Michel Foucault, il y a Orange Mécanique qui passe le mercredi soir et j'ai la chance d'avoir mon premier court-métrage que j'avais réalisé lors de mes années de fac à Poitiers qui va passer, qui s'appelle Torture, un nom bien évocateur. Ouais, il est non, il est super. Et donc je présenterai en même temps Orange Mécanique et puis voilà, donc ça sera l'occasion de venir le voir et peut-être de repartir avec un petit sticker Contrebande. Bien sûr, et puis de nous faire un gros bisou si vous écoutez l'émission. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut juste dire au revoir, souhaiter une bonne fin de week-end. Les réseaux, rappelez les réseaux, Instagram, YouTube, Facebook, suivez-nous encore une fois et puis super. Et puis voilà, big up. Big up Rasta. Bon allez, ciao, à bientôt dans Contrebande. Ah non, c'est...
Gorgonian ti ddew. Loneliness is the coat you wear, a deep shade of blue is always there. The sun ain't gonna shine anymore, the moon ain't gonna rise in the sky, the tears are always clouding your eyes when you're without love, baby. Emptiness is the place you're in, with nothing to lose, but no more to win.